Voilà, eh bien, à nouveau, bonsoir. Donc, oui, je voulais vous faire une formation un peu différente ce soir, parce que on nous parle toujours un peu des mêmes choses, mais il me semble qu'il y a un élément fondamental que l'on n'aborde pas. On ne l'aborde pas pour sans doute de nombreuses raisons. D'abord parce que l'on aime bien rester dans sa zone de confort, souvent peut-être parce qu'on a aussi peur de secouer un peu trop nos prospects, et pourtant, je pense qu'on a absolument besoin de sortir de certaines extrêmement mauvaises habitudes qui ont été prises en marketing de réseau, qui sont celles de croire qu'on peut gagner sans rien faire, ou qu'il suffit de parler des produits, ou qu'il suffit d'être présent au séminaire. Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est avant tout de vous sensibiliser au principe même d'abord de ce que veut réellement dire une entreprise, et ensuite peut-être de comprendre un peu mieux quelle est l'importance de l'état d'esprit, de la façon dont on aborde les choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce séminaire « Pourquoi les riches sont-ils riches ?» On connaît des tas d'histoires de rejets, d'échecs qui ont été des préludes à des grandes réussites. Prenons l'histoire de Graham Bell, celui qui a inventé le téléphone. Eh bien, il est allé voir une des sociétés qui a priori en aurait eu le plus besoin, c'est Western Union. Évidemment avec des bureaux à travers la planète pour pouvoir transférer des fonds. Et qu'est-ce que lui a répondu Carl Alton? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'une entreprise comme la mienne puisse faire d'un jouet électrique? Prenons le cas de Angie Everhart, un mannequin extrêmement connu, oublié maintenant, mais qui a été aussi une grande vedette de Hollywood avec 46 films dans les plus grands rôles. Au début, eh bien, on lui a dit « Mais vous rigolez, ma fille, les rousses, ça se vend pas ». Et pourtant, c'était une réussite exceptionnelle. Stephen King, il a présenté ses manuscrits à de nombreux éditeurs, il a toujours été rejeté. À un tel point qu'il a jeté son manuscrit à la poubelle. C'est sa femme qui est allée le rechercher. Et on connaît l'histoire de Stephen King. Sergey Brin et Larry Page, qui sont les fondateurs de Google. Ils ont proposé au début une fusion à Yahoo. Et il est clair qu'ils ne valaient pas grand-chose, sauf pour leur projet. Et Yahoo leur a suggéré de retourner jouer dans la cour d'école. On connaît l'histoire de Google. John Casey, un peu moins connu pour nous, mais qui est un très grand romancier anglais, bat tous les records. Il a eu 743 refus avant de vendre son premier livre. Et dans les 40 ans qui ont suivi, sous divers pseudos, divers noms d'auteurs différents, il a publié 572 ouvrages, l'un plus volumineux que l'autre. Einstein, qui était limite autiste, incapable de parler jusqu'à plus de 4 ans, on connaît son histoire. On sait que Beethoven est sourd quand il a écrit la plupart de ses symphonies, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il était nul, archi nul, incapable de jouer du violon, qui était quand même l'instrument premier, et qu'en plus, lorsqu'il s'agissait de faire un petit peu de composition, tous ses professeurs étaient unanimes à lui dire « Écoute, fais autre chose que de la musique, t'es vraiment pas doué pour ça ». Thomas Edison, on sait qu'il a fabriqué près de 6000 ampoules à la main avant d'en avoir une qui marche. Ce que l'on sait moins, c'est que pendant toute sa scolarité, il a été traité de dernier des imbéciles, incapable de pouvoir faire quoi que ce soit dans sa vie. Parlons de Walt Disney, qui est quand même connu pour son imagination, pour ses dessins. Eh bien, au début, il a voulu être caricaturiste dans les journaux et on lui disait tout le temps qu'il manquait considérablement d'imagination. On connaît l'histoire d'Abraham Lincoln, qui a été fiancé, elle meurt, il a fait une très grosse dépression, il a été battu 8 fois à plat de couture lors d'élections politiques et il est sans doute le meilleur et le plus grand président de l'histoire des États-Unis. Les Beatles, qui ont été rejetés, mais avec pertes et fracas par Decca Records, sous prétexte que leur musique était bidon et que la guitare s'était dépassée. Alors, qu'avaient-ils en commun, tous ces gens-là? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont dépassé
les rejets, eh bien c'est leur attitude. L'attitude de ne pas abandonner. L'attitude d'y croire. L'attitude de dire « je veux faire de la musique, je veux être célèbre, nous réussirons. Mes bouquins, l'histoire est bonne, je les vendrai, etc. etc. » Avoir un rêve, avoir un objectif, avoir un chemin et avoir cette attitude ne change pas ce que tu es sous prétexte que quelqu'un a un problème avec. Vous avez tous entendu parler de Robert Kiyosaki. Alors venons un petit peu à notre industrie et parlons du marketing de réseau. Il est important de comprendre quelle attitude on doit avoir pour pouvoir avancer dans le marketing de réseau. Alors, on n'appartient pas à une catégorie. On peut temporairement, au moment donné, se trouver dans telle ou telle catégorie. Nous avons le D, ça c'est pour le E en français, l'employé. Alors l'employé, il a une spécificité, c'est qu'il a d'abord ce besoin de sécurité et d'être payé pour chaque chose qu'il fait. Il est clair que l'employé n'a pas du tout le profil pour faire du marketing de réseau. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas, mais qu'il doit prendre conscience qu'il doit changer quelque chose dans son fonctionnement. Après, il y a l'auto-entrepreneur, le travailleur indépendant. Ah, moi j'ai plus de patron, je suis libre. Ouais, t'es pas libre parce que tu dois tout faire. T'es pas libre parce que tu dois ouvrir la boutique, parce que tu dois servir les clients, parce que tu dois faire ta compta, parce que tu dois faire ton inventaire, parce que tu dois faire le ménage, parce que tu dois fermer la boutique, parce que tu dois faire tes déclarations ou au moins préparer ta comptabilité. T'es pas libre parce que tu as les clients sur le dos. Ok ? Et ça, si vous l'avez bien compris par le principe de duplication qui est à la base de notre industrie, ça ne correspond pas au MLM. Le MLM, pour être networker, il faut avoir l'état d'esprit du chef d'entreprise. C'est-à-dire un état d'esprit cool, qui sait déléguer, qui sait valoriser les autres, qui sait distribuer des tâches, qui sait créer ou utiliser un système et faire en sorte que ce système travaille pour lui. Si l'on parle de franchise, il y a un modèle très précis qui fait que chaque franchisé va suivre ce modèle. Et celui qui a inventé la franchise va bien entendu en récolter les fruits. Eh bien ça, c'est le propre du MLM, parce que le MLM, c'est un système qui a été créé par le patron d'une boîte et tout le monde va l'utiliser. Il y a création d'un système, l'avantage ici, pour nous, c'est qu'en plus ce système est duplicable, qu'il n'est pas que pour le patron, mais qu'il est bon pour nous aussi, si l'on fait le travail. Maintenant, j'aimerais vous sensibiliser à autre chose. Et là, je voudrais que vous m'écoutiez bien, parce que très souvent, quand on parle de gros chiffres en marketing de réseau, les gens disent « ouais. » Ouais, mais tu sais, 50 000, 100 000 dollars, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec ça? Ça vous arrivait, ça, déjà. Peut-être même que vous avez réagi comme ça. Et vous n'êtes pas à blâmer. On fait partie d'une culture où les choses se passent comme ça, parce qu'on est formaté comme ça, à l'école, par les familles, par le système, la culture. Ceux qui étaient là avant le démarrage, vous avez vu le film La parabole de l'aqueduc, d'autres le connaissent, ont peut-être même lu le bouquin, et il explique bien le principe même de l'investissement et de l'effet de levier. Ce que l'on doit comprendre dans notre industrie aussi, c'est que qui vous dit que demain, la société pour laquelle vous travaillez sera encore là? Même si la société est bonne, il peut y avoir des changements économiques, des blocages aux frontières, des réglementations qui changent. Donc l'important, quand on parle de gros chiffres, c'est justement parce que peut-être que ça ne va pas durer toute la vie. Souhaitons-le. Il y a quelques sociétés qui sont encore là 50 ans plus tard. Mais on ne peut jamais jurer de rien. On ne sait même pas si on sera encore vivant demain. Savoir si une entreprise dont on n'a pas la maîtrise sera encore vivante ou pourra encore faire du commerce dans notre pays, personne ne le sait. D'accord? Alors, sans faire dans le négatif, comprenons que ces gros chiffres, ils vont nous servir à investir pour enfin toucher nos rentes sans qu'on ait besoin de travailler, sans qu'on ait besoin d'être présent. Et c'est ça la puissance de notre industrie. Et c'est là que l'on ne doit pas avoir peur de parler gros chiffres. Et j'ai fait un petit tableau pour mieux vous faire comprendre le propos que j'essaie de vous faire passer là. Combien voulez-vous gagner par mois pour vivre librement? 1 000 euros? 3 000? 5 000? 10 000? Y compris les impôts, les charges de la maison, la réfection, le changement de voiture. D'accord? Combien vous faut-il? Eh bien là, il va falloir faire un calcul.
Parce que si vous voulez, par exemple, 10 000 euros par mois pour bien vivre, pour voyager, pour mener la belle vie, sans parler de la vie du milliardaire, peu importe les chiffres. Si vous voulez vivre avec, allez, disons, 5 000 euros par mois, eh bien, si vous le placez à la banque de l'argent, il va vous rapporter net, après impôts et tout, en ce moment surtout, vous pouvez compter sur un 1%, et même si c'était 2. Mais imaginons 1%. Mais ça veut dire que, à 1%, il vous faut 5 millions investis. D'accord? Alors, je ne vais pas vous donner un cours d'investissement, mais de comprendre pourquoi on parle de si gros chiffres et pourquoi la beauté du marketing de réseau, c'est de pouvoir arriver à ces gros chiffres. Parce que si vous faut 5 millions, donc 5 000 euros par mois, vous les voulez dans combien de temps? Dans 5 ans? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que vous gagniez en moyenne, sur ces 5 ans, 50 000 $ par mois. C'est très réalisable en marketing de réseau. Mais il y a des règles sur lesquelles on n'insiste pas assez, mais je vais vous en parler dans un instant. D'accord? Celui qui a vraiment compris le marketing de réseau, c'est ce qu'il va chercher à faire. Parce que dans 5 ans, il peut arriver n'importe quoi, il aura diversifié ses investissements et il est sûr d'avoir ce qu'il lui faut pour vivre. C'est ce qu'on appelle être rentier. Mais être rentier, ça n'est pas se contenter de penser vivre avec ces 2 000 $ ou ces 5 000 $ de revenus mensuels créés par le marketing de réseau. Je me fais comprendre? Je vous montre là l'importance de ne pas avoir peur des gros chiffres. Alors, on cherche toujours des méthodes. On demande toujours comment faire. Ce n'est pas une méthode qui va nous faire gagner. C'est notre attitude interne. C'est notre comportement vis-à-vis des choses qui nous entourent. Peu importe qui tu es, l'important, c'est qu'est-ce que tu veux être. Peu importe ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est ce que tu penses de toi. L'important, c'est soi-même. L'important, c'est son comportement interne, son psychisme. Parce qu'on n'est pas champion parce qu'on le voudrait. Michael Jordan s'est battu pour être ce qu'il est. Il a été rejeté de l'équipe de basket de l'université où il était. Il a été rejeté de plusieurs équipes tellement il était nul. Mais il avait un truc en lui qui lui disait « Moi, je serai champion de basket ». C'est pas parce qu'on va se lamenter sur son sort que l'on va devenir un champion. Se lamenter sur son sort va peut-être nous donner le déclic. Mais quel déclic? Parce que pour être un champion, il faut rentrer dans la peau du champion, de façon viscérale. Pour être un champion, tu dois analyser, tu dois intégrer, tu dois continuer à stimuler et à pratiquer les pensées, les actions et les réactions quotidiennes d'un champion. Ça n'est pas apprendre comment il court, c'est comment il pense, comment il est quand il est sur le starting block, comment il est quand il est dans la course, comment il est dans les entraînements, comment il est le soir, comment il organise sa vie. Et c'est là qu'on va rentrer dans un sujet, les riches pensent autrement. Alors avant de rentrer là-dedans, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je voudrais vous préciser qu'il y a des choses qui choquent dans notre bonne vieille culture judéo-chrétienne française. Je ne suis pas là pour choquer quiconque. Il n'y a aucune arrogance ni aucun dénigrement de ma part dans les propos qui vont suivre. Ce sont des faits bien connus et il y a de nombreux bouquins qui ont été écrits là-dessus. Donc il n'y a pas de jugement de valeur, il y a des observations dans tout ce qui va suivre. Entre ce que l'on va appeler la classe moyenne, dont je peux dire nous faisons partie, pour la plupart d'entre nous, moi y compris, donc on n'est pas dans le jugement de valeur, d'accord? Que là on soit bien compris. Mais il y a des attitudes différentes. Si on prend face à l'argent, la classe moyenne pense que l'argent c'est la source de tous les maux. Ah, s'il n'y avait pas d'argent dans notre monde, ah, l'argent ça pourrit la vie, ah, l'argent ça pourrit les gens. Les riches, eux, pensent que c'est la pauvreté qui est la source de tous les maux, parce qu'elle rend avide, aigri, parce qu'elle crée l'envie, elle crée les vols. Parce qu'on me dit aussi souvent, ouais mais c'est facile à dire quand on est riche. Non, moi je parle de celui qui a l'état d'esprit du riche. Ce que n'importe lequel d'entre nous ici aujourd'hui peut avoir comme état d'esprit, c'est ce qui va l'amener à la richesse, d'accord? Comprenons-nous bien là-dessus.
Et les riches le savent que l'argent ne fait pas le bonheur. Seulement, il offre la liberté de choix. Et en riant ou en pleurant, il vaut mieux avoir de l'argent. Face à l'égoïsme, à l'égocentrisme, le moi d'abord, les pauvres pensent que l'égoïsme est un vice, alors que les riches pensent que c'est une vertu. Un vice pour la classe moyenne? Eh bien parce que ça les maintient là où ils sont. Alors que pour les riches, eh bien ils vont d'abord penser à eux. Parce que comme on le dit, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Si tu ne possèdes pas quelque chose, tu ne peux pas le donner. Donc d'abord, celui qui pense comme un riche va penser d'abord à lui pour pouvoir ensuite faire des choses. On le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de riches qui participent à des tas d'œuvres caritatives, lutte contre des maladies, etc. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils peuvent le faire. Mais pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'ils ont créé ce qu'ils ont créé. Face à l'action, on le dit régulièrement dans tous nos séminaires, et c'est bien, mais maintenant il faut passer à l'action. Oui, mais la classe moyenne espère, attend son tour de chance. Que ce soit de la part du patron, du gouvernement ou du bon Dieu, ah, demain ça ira mieux. Alors que le riche, il voit le problème, il analyse la situation et il passe à l'action pour corriger ce qui ne va pas. Face à l'éducation, vous avez remarqué que la plupart des grands riches, des plus riches du monde, n'ont pas de diplôme? Ils ont abandonné l'école avant même la fac, le lycée souvent, alors que la classe moyenne recherche toujours les diplômes. Parce que le diplôme, c'est une reconnaissance, parce que le diplôme, c'est une sécurité. Ils pensent que c'est la voie vers la richesse. Oui, peut-être vers une relative richesse. C'est vrai que quand on a des diplômes, on peut avoir un poste meilleur que celui d'un mécano, qui gagne un petit peu plus qu'un mécano. Mais c'est pas ça la richesse. La richesse, c'est l'indépendance financière, c'est la liberté. Et je le répète, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Il y a une analyse de comment les uns et les autres pensent. Et tout se respecte. Et je respecte tout. Mais, si on veut réussir dans une industrie comme le marketing de réseau, il faut avoir un certain état d'esprit. Face au temps, la classe moyenne se souvient toujours du bon vieux temps. Ah, c'était le bon vieux temps. Ah, les bons souvenirs. Ah oui, mais à l'époque, les riches n'ont pas Dieu derrière. Les riches ont une idée. Cette idée, ils la visualisent en avant, ils la projettent vers l'inconnu et ils en font ce qu'ils veulent en faire. Le passé n'est tout au plus qu'une expérience pour corriger ce qu'ils vont faire demain. Revenons-en à l'argent. La classe moyenne réagit de façon émotionnelle face à l'argent. Il n'y a plus d'argent. Oh, chouette, il y a un peu plus d'argent. Oh, j'ai gagné une balle au loto. C'est émotionnel. Et c'est normal, on est tous éduqués comme ça. C'est ce que l'on apprend à l'école. Mais si on veut changer les donnes, il faut en prendre conscience. Et c'est vrai qu'à l'école, on ne nous apprend pas à gérer notre vie. On nous apprend l'histoire, la géographie, les algorithmes, tout ce qu'on veut. Mais la gestion humaine, le bon sens économique, on ne nous l'apprend pas. C'est dommage. Alors essayons d'évoluer un petit peu ensemble ce soir. En tout cas dans le sens où l'on veut aller. Parce que les riches, eux, ils voient l'argent avec logique. Exactement comme un mécano va voir un tournevis, une clé, une pince, avec logique, ce sont des outils. C'est tout. Et on ne peut pas faire un métier si on n'a pas les outils. Le riche, lui, reste impassible face à l'argent. Face au travail, la classe moyenne travaille pour boucler ses fins de mois, pour pouvoir manger, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir payer le crédit de la voiture. Le riche, ou disons même le futur riche, lui, il a une passion. Et il va trouver un moyen pour rentabiliser cette passion. Souvent en travaillant beaucoup plus, sauf que ce travail lui sera agréable au lieu d'être une corvée. Face au risque, la classe moyenne va limiter ses objectifs parce qu'il ne faut pas prendre de risques. On l'a tous entendu par nos parents à l'école. Oh, là tu rêves trop grand mon fils. Non, mais ça c'est pas pour nous. Attention, si tu tombes, tu vas pleurer, On se fait mal quand on tombe. Le riche, il s'en fout de ça. Le riche, il est prêt à lever des challenges, il est prêt à tomber, à se relever, à tomber, à se relever. Il n'a pas de problème avec ça. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Donald Trump. Il était archi-millionnaire pour des histoires d'investissement raté, de politique, de tout ce qu'on veut. Il a plongé.
une faillite de 9 milliards de dollars. En 2 ans, il a rebondi beaucoup plus haut et il est redevenu milliardaire et non plus multimillionnaire. Pourquoi ? Parce que la classe moyenne pense qu'il faut de l'argent pour s'enrichir, alors que les riches pensent à ce qu'il faut être pour s'enrichir. Non pas à ce qu'il faut faire, mais à ce qu'il faut être. Et c'est tout dans l'état d'esprit. C'est ça qui va faire la grande différence de celui qui réussit, de celui qui ne réussit pas. Alors on prend les riches, mais on aurait pu le dire, mais je n'ai pas voulu parler des sportifs ou des athlètes, parce que ici le sujet est beaucoup plus vaste et va beaucoup plus loin. Mais c'est pareil. Face aux ressources, comme je viens de dire, la classe moyenne pense qu'il faut de l'argent pour pouvoir faire de l'argent. Parce que c'est ce qu'on nous a toujours dit. Parce qu'il faut pouvoir investir 3 sous pour en gagner 4 et puis réinvestir 1,5 en plus pour en gagner 5. Okay, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Les riches, eux, utilisent les ressources des autres, entre autres des banques, de partenaires déjà riches. Pourquoi ? Imaginez, vous avez de l'argent, et moi je viens vous voir pour vous emprunter de l'argent. Vous allez me prêter 1 ou 2 millions ? Imaginons que vous les ayez. Peut-être. Mais à quelles conditions ? À condition que j'ai véritablement un méga projet et que je vous prouve être capable de le mener à bien et de faire fortune. C'est ce qu'on appelle le capital risque. Et il existe. Et il y en a à profusion pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre ceux qui l'auront et ceux qui ne l'auront pas ? 1, l'idée. 2, ce que tu es, c'est-à-dire l'état d'esprit. L'approche que les gens ont du projet. Face au marché financier, la classe moyenne cherche des martingales, cherche les règles. Il n'y a pas de règles en bourse. C'est tout sur l'émotionnel. Un effet d'annonce et on fait chuter ou monter la bourse. Pourquoi est-ce que justement tous les brokers vont attendre l'ouverture des marchés, vont attendre la fin du Conseil des ministres pour savoir et pour tenter de parier sur ce qu'ils vont acheter comme action ? Il n'y a pas de règles. C'est l'émotionnel. Les riches le savent. Et c'est pour ça qu'ils ont un avantage. Parce qu'ils ont compris ces mécanismes. C'est pareil face aux enfants. La classe moyenne explique à ses enfants comment survivre, comment s'assurer de pouvoir manger à la fin du mois. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Les riches, eux, enseignent comment devenir riche. Ils passent leur savoir sur le comment devenir riche. Ce que l'on apprend quand on est enfant devient beaucoup plus naturel à mettre en œuvre quand on est adulte. Face à l'abondance, on revient un petit peu sur ce que l'on a déjà dit, alors on ne va pas s'éterniser sur cette diapo. Face au loisir, on a toujours l'impression de voir les riches en train de s'amuser. Oh, mais le truc, c'est que les riches, même quand ils s'amusent, ils sont au travail. Parce qu'ils sont dans le relationnel, parce qu'ils ont des sujets de préoccupation qui vont toujours dans le sens de leur croissance et de leur évolution. Alors que la classe moyenne, elle veut des loisirs. Elle pense au week-end. Lundi, salut, comment tu vas ? Comme un lundi. Pose la question le vendredi. Ouais, super, demain c'est le week-end. Les riches, ils pensent pas à ça. Les riches, ils ont leur objectif. Certains l'appelleront peut-être obsession. Mais c'est pour ça qu'ils réussissent. Parce qu'eux veulent avoir des moyens pour pouvoir s'offrir les loisirs de leurs rêves. Mais si on regarde aussi la classe moyenne, qu'est-ce qu'on trouve dans leur lecture ? Des magazines, des mots croisés, des romans policiers. Les riches, eux, c'est des bouquins professionnels, des bouquins qui vont les cultiver en permanence, des bouquins qui vont leur permettre d'avancer dans leur objectif parce qu'ils ont cette passion. Un peintre aura peut-être des magazines sur la peinture, mais toujours des choses qui vont les amener dans leur sens. Alors que la classe moyenne veut surtout déconnecter. Comme un enfant qui n'a pas envie de faire ses devoirs et qui dit « Oh, aujourd'hui c'est mercredi après-midi, j'ai le droit de m'amuser. » C'est notre culture tout ça. On en est victime. Si on en prend conscience, on peut peut-être essayer de changer les choses. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était à Genève. Il y avait 400 personnes. Il y en a que ça a un petit peu gavé. Mais c'est pourtant vrai. On a un langage qui nous maintient petits. Là, on va se faire un petit week-end avec une petite bande d'amis. On va se faire une petite bouffe. Et si on se faisait des petites vacances, là. Moi, j'ai une petite maison bien sympa. Puis, sur ma petite terrasse, j'ai planté quelques jolies petites plantes, là, dans mon petit jardin. Ok, tout est petit autour de nous. Ça aussi, c'est culturel. Il faut qu'on en prenne conscience pour en sortir. Tout le monde n'aura pas envie, et c'est bien, je respecte tout le monde. Mais ici, nous sommes dans une formation d'entreprise, donc d'entrepreneurs. Mais nous n'avons pas été formés pour ça, pour l'ensemble d'entre nous, donc on doit en prendre conscience pour prendre notre vie en main. La classe moyenne focalise sur l'épargne, le bas de laine.
Il faut toujours mettre un peu d'argent de côté parce que la poire pour la soif, demain on ne sait jamais. Le riche, lui, focalise sur les revenus parce qu'il sait qu'il a besoin d'argent, beaucoup d'argent, pour l'investir, pour continuer à créer. Ils calculent le risque, mais ils n'ont pas peur du risque. Parce que même en période de crise, ils pensent croissance. Le riche en période de crise va voir l'opportunité. La classe moyenne va dire « Oui, mais les gens n'ont plus d'argent ». Ben moi, quand on me dit ça, je dis « Génial », parce qu'au moins ils vont pouvoir venir bosser avec moi, sans prendre le risque de se lancer dans du commerce. Celui qui n'a pas encore franchi cette étape va dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, les gens n'ont plus d'argent, on ne peut pas ». Vision. La classe moyenne ne prend pas de risque. Le riche sait que même s'il perd, il se relève. Et pour en faire un petit clin d'œil à notre métier, le riche, lui, connaît la puissance de l'effet de levier. C'est pour ça qu'il a les relations qu'il a. C'est pour ça qu'il trouvera toujours des sources de financement. Les ressources, on en a parlé tout à l'heure. Face au confort. La classe moyenne cherche le confort. Le riche se sent confortable autant dans les moments de tranquillité que dans les moments d'incertitude. Et bien souvent plus dans les moments d'incertitude. Parce que si c'est tranquille, il y a risque. On n'est pas en croissance, qui n'avance pas recule. La classe moyenne, elle ne va pas sacrifier son confort. Ah non, mais le week-end, c'est sacré. Ah non, il ne faut pas qu'on m'appelle pendant les repas. Oh, mais tu te rends compte qu'il m'appelle même pendant le JT? Ça, c'est le genre de réaction que l'on va retrouver très souvent dans la classe moyenne, même si je le caricaturise un peu, je vous l'avoue. D'accord? Mais c'est vrai. Le riche, lui, si quelqu'un l'appelle, d'abord, il ne répond pas au téléphone à n'importe qui. Mais selon qui l'appelle, il va répondre. Et il sera content de lui répondre, parce que ça fait partie de sa vie. Le travail n'est pas un devoir pour le riche. C'est une nature. Face à la santé, la classe moyenne veut surtout payer le moins possible les assurances, mais attention, la Sécu, elle a intérêt à payer. De toute façon, maintenant, elle rembourse 25%. Le riche, lui, il sait que sa santé vaut de l'or. Donc, il va prendre des assurances chères, parce que s'il a un problème, il faut qu'il ait un service immédiat. Il faut qu'il ait les meilleurs pour s'occuper de lui. Mais s'il est riche, c'est pour ça. C'est pas comme ça parce qu'il est riche. Il est riche parce qu'il doit être riche pour pouvoir satisfaire ses besoins. Quels sont tes besoins? Combien vaux-tu? Le choix aussi. Nous, on nous enseigne que, oui, non, maintenant, il faut faire des choix dans la vie. Tu ne peux pas tout avoir. Tu sais, si tu veux une famille heureuse, il faut que tu lui donnes beaucoup de temps, tu dois sacrifier ton métier. Si tu veux te lancer dans ton métier, écoute, tu sacrifies ta famille. C'est pas comme ça pour les riches. Ils le savent qu'ils peuvent avoir les deux. Et d'ailleurs, que l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'une famille, s'il n'y a pas d'argent, elle se ruine aussi. Et elle se sépare. Donc, tout va être guidé par l'abondance. Face au niveau de vie. La classe moyenne vit au-dessus de ses moyens. On prend des crédits, non pas par stratégie fiscale, on prend des crédits parce qu'on ne peut pas faire autrement. Les riches vivent en dessous de leurs moyens. Alors que la classe moyenne va s'endetter pour vivre bien entre guillemets, le riche lui économise, il investit pour créer des revenus passifs et enfin pouvoir dépenser une partie de ses revenus passifs pour enfin pouvoir vivre comme des riches. C'est important de comprendre ça parce que c'est toute la stratégie de notre industrie. Je ne veux pas ici vous bourrer le crâne sur de la théorie, mais vraiment vous sensibiliser à ce besoin d'évolution. On a besoin d'ouvrir nos ailes. Vous connaissez l'histoire des puces dans un bocal, et on ferme le bocal, et puis à force de se taper la tête contre le couvercle, les puces ne sautent plus. Et on peut ouvrir le bocal, et elles ne s'enfuiront plus. Une fois de temps en temps, il y aura une puce entre guillemets plus intelligente qui va quand même sauter et qui va retrouver sa liberté. C'est ça le principe de l'éducation. Alors essayons de casser les mauvaises barrières de l'éducation. Donc le succès s'apprend. On n'est pas né avec le succès. Il y en a qui auront peut-être plus de chance de par le milieu où ils sont nés, peut-être moins. Tout le monde n'a pas la chance ou l'intelligence d'un Robert Kiyosaki. Mais on a aussi la possibilité de changer et de prendre nos décisions. Le cimetière des inconnus est rempli de génies. Combien de gens avec des idées extraordinaires, avec des diplômes par-dessus la tête, sont des inconnus et n'ont jamais réussi, financièrement en tout cas, leur vie? Et quand vous regardez bien, regardez le Forbes 500,
Eh bien, rares sont les multimillionnaires et les milliardaires qui ont des diplômes. En revanche, ils ont la vision. Ils ont projeté face à eux un objectif. Ce n'est pas le savoir, ce sont leurs actions guidées par leur état d'esprit qui fait la différence. Encore une fois, je ne veux pas que cette formation soit vue comme quelque chose autour d'une ségrégation ou d'un jugement. Okay. Il y a des fabuleux vélos, il y a des fabuleuses voitures de sport ou de course. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que l'on veut faire. Si l'on a envie de faire une balade bucolique, eh bien on y va en vélo. Si on a envie de faire un grand voyage confortable, eh bien on y va dans une belle Grand Tourisme, une Jaguar, une Maserati Quattroporte et une grande Mercedes. Donc, que veux-tu de ta vie? Que veux-tu faire de ta vie? Et prends-en conscience. Et je respecterai bien entendu toutes les décisions. Et je peux avoir même éventuellement mon meilleur ami qui va prendre la décision opposée de la mienne ou de cette formation. Pas un problème, mais chacun doit être cohérent. Et moi aujourd'hui, si je fais du marketing de réseau, et je sais qu'il y en a parmi vous qui font du marketing de réseau pour les mêmes raisons, avec peut-être un petit peu moins de réussite pour certains, autant pour d'autres, plus pour encore d'autres, mais je suis un chef d'entreprise. En tant que tel, je veux m'entourer de chefs d'entreprise. La classe moyenne pense que les riches sont snobs. Ils ne sont pas snobs parce qu'ils ne se mélangent pas avec la classe moyenne. Ils n'ont pas le temps pour écouter les salades de la classe moyenne. Ils n'ont pas le temps pour s'occuper des opinions politiques de la classe moyenne. Ils n'ont pas le temps pour discuter des téléréalités avec la classe moyenne. Ils n'ont pas le temps de parler des soucis, d'entendre parler des soucis d'impôts et de finances de la classe moyenne. Ils ont un objectif, ils le suivent. Quel est votre objectif? Êtes-vous sûr d'avoir votre boulot demain? Êtes-vous sûr que l'entreprise qui vous embauche sera encore là demain? Voyons PSA par exemple, et d'autres. Fiat est en train de passer à la trappe. Peut-être bien que l'année prochaine, il n'y aura plus de Fiat. Tu es ton propre patron? Es-tu sûr d'avoir encore assez de clients demain? Et si tu les as, tu es sûr qu'ils pourront te payer? Ou consommer toujours autant? Es-tu sûr que pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de législation, pour des raisons X, tu vivras encore bien demain? Qui peut l'affirmer? Tu sais que si demain tu perds ton boulot ou si on te met à mi-temps et que tu n'arrives pas à payer le crédit de ta maison, la banque ne te fera pas de cadeau, elle viendra te la saisir. Et tout ce qui est dedans encore, ça te va comme perspective de finir sous les ponts? Alors essayons de ne pas penser comme la classe moyenne, ouais, de toute façon il y a le chômage, de toute façon il y a l'État. Essayons de prendre conscience de ça. Et si je me réveillais? Ne pensez-vous pas que tout ce que je vous ai dit ce soir, tout ce que j'ai partagé avec vous ce soir, est beaucoup plus important que n'importe quelle théorie sur le comment parler de ceci, de cela, quel protocole, quel système, Ne pensez-vous pas que c'est cet état d'esprit qui va vous permettre de réussir? Tout est dans l'attitude. Le riche apprend en travaillant. Il n'a pas de diplôme, il s'en fout. Il apprend sur le terrain. Il observe, il analyse, il juge, il balance, il corrige, et il finit par faire. Et c'est pour ça qu'il se relève. Parce que quand il tombe, il se dit pas « putain, il y avait un trou dans le sol !» Il se dit « Tiens, là j'ai fait quelque chose qui va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, c'est vrai, quel idiot. Bon, la prochaine fois, je ferai autrement. » L'attitude. Soyez gentil avec vous. J'aime bien réécouter la psycho-cybernétique de Maxwell Maltz. Et comme il dit, lorsqu'on apprend un métier, on pratique, et on pratique encore, et on continue à pratiquer, et on affine, et on essaie d'être toujours mieux. Eh bien, nous avons un métier. C'est d'être des êtres humains professionnels, des hommes et des femmes professionnels, des professionnels de notre bien-être, des professionnels de notre vie. Combien de temps a-t-on perdu? 14 400 secondes par jour. Imaginez 14 400 € par jour. Et que chaque seconde que l'on ne met pas à profit pour être un être humain, un adulte,
un professionnel, eh bien on perd 1 euro à chaque seconde. Le temps perdu ne se rattrape pas. Non, écoutez mes amis, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est vrai qu'on pourrait tenir pendant des heures sur le sujet. J'espère avoir ouvert les esprits de certains. Il y en a peut-être parmi vous, même sans doute parmi vous, qui n'auront pas aimé ce soir. Il y en a qui auront été choqués. Il y en a qui vont penser, mais pour qui il se prend celui-là? Il y en a qui vont penser, oui, mais moi je voulais entendre parler du produit. Peu importe. On a toujours peur de parler de la réalité. On a toujours peur de faire peur aux gens. On a toujours peur, ah, mais j'avais un prospect, mais tu sais, tu lui as dit des choses, ah, il a pris peur, il est parti. Et alors, c'est qu'il n'était pas prêt. Retourne le voir et explique-lui ce que c'est que la vie. Explique-lui ce que c'est que de dormir sous les ponts. Explique-lui que demain, il risque de plus avoir de boulot. Explique-lui que sa retraite, il l'aura jamais et que ça n'est pas avec son salaire qu'il va pouvoir investir pour préparer sa retraite. Vas-y, retourne, explique-lui, il reviendra. N'ayez pas peur de perdre les gens. Soyez sincères, soyez honnêtes, n'en rajoutez pas. Mais vous ne pouvez pas ouvrir un journal aujourd'hui, un magazine sans qu'on vous parle de la crise. Alors cessons de nous mentir, cessons de faire l'autruche qui met la tête dans le sable en croyant qu'on ne la voit pas. Donc, j'espère que bon nombre d'entre vous vont se réveiller demain matin prêts à aborder les choses autrement, d'un nouveau pied, et d'aborder votre entreprise avec vos produits autrement, avec un programme, avec des décisions. Allez voir vos principaux leaders pour ce qui est des programmes. Ils savent les faire. Ils savent ce qu'il faut. Mais le programme, c'est pas de dire oui, bon, je vais essayer de faire ça. Non, c'est je vais faire ça minimum. Et je vais pas me coucher tant que je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas le choix. Parce que si tu fais pas à manger pour ton gosse, il aura faim. Et s'il mange pas assez trop souvent, il sera rachitique. Eh bien, si toi, tu te donnes pas à manger, si tu ne te donnes pas à faire, si tu ne te mets pas au boulot, ton portefeuille aura toujours faim. Et entourez-vous des gens qui pensent comme il faut pour avancer. Des gens qui pensent comme vous. Dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. La réussite est au bout du chemin. Bonne fin de soirée, merci à vous, à bientôt.